hein, cet ouvrage historique chez Fayard, et signataire de l'appel des indigènes de la République. Dans l'appel sur le racisme anti-blanc, on met sur le même plan, et d'ailleurs l'appel est très bien libellé de ce point de vue-là, un certain nombre de prénoms. Autrement dit, on laisse entendre que l'antisémitisme, le racisme et le racisme anti-blanc recouvrent des phénomènes qui sont identiques. Je reprends la formule d'Alain Finkielkraut, il ne faut pas congédier la réalité quand on fait de la politique. C'est un principe de responsabilité. Je voudrais quand même rappeler un certain nombre de chiffres, notamment les chiffres de la Commission consultative des droits de l'homme, qui a rendu son rapport. En 2004, il y a eu 970 actes antisémites en France, une augmentation significative par rapport à 2003. En ce qui concerne les actes racistes, ils s'élèvent à environ 595. Ils ont augmenté de plus de 50% entre 2004 et 2003. Par ailleurs, dans un rapport sur les violences policières, Pierre Truche, ancien président de la Cour de cassation, qui je crois n'est pas un gauchiste reconnu et identifié comme tel, et une étude d'une directrice du CNRS, Catherine Vitol de Vinden, sur les violences policières, rappelait que 64% des plaignants des violences policières sont d'origine maghrébine. Qu'est-ce que ce tableau et qu'est-ce que ces chiffres qui sont la réalité et à partir desquels il faut réagir et répondre, qu'est-ce que cela montre? Qu'aujourd'hui, en France, la situation la plus importante et la plus grave, c'est effectivement celle, d'une part, des violences antisémites, d'autre part, des violences racistes, et il faut ajouter sur la question des violences racistes que cela se double, et la situation est tout à fait différente par rapport aux Français juifs, cela se double effectivement de discrimination. En ce qui concerne les discriminations, je constate quoi? Le chômage frappe les populations maghrébines pour 30%, soit un chiffre supérieur de 3 fois au chômage national. On sait que dans certaines cités, le chômage peut représenter 40%, ça 4 fois la moyenne nationale. Et donc, il y a effectivement une spécificité et du racisme anti-maghrébin et de la discrimination. Et il n'est pas vrai de dire on ne peut pas se draper comme ça dans les principes de la République et dire que dans les banlieues, comme l'a dit à la fin Finkielkraut, la République est aimable, mais elle ne veut pas intégrer des gens qui n'aiment pas la France, parce que c'est un discours qui, hélas, me rappelle des discours tenus par des gens que, par ailleurs, Alain Finkielkraut combat. Réponse d'Alain Finkielkraut. Je tiens des propos ethniques, je tiens des propos racistes, je tiens des propos délirants, et en plus de ça, je suis évidemment sur la même ligne que le Front National, alors que je répète effectivement qu'il est très grave de laisser aux racistes blancs l'apanage de la dénonciation du racisme anti-blanc, parce qu'eux, ils peuvent en faire le pire des usages. Cet appel explicitement, si vous voulez, veut manifester par les prénoms qu'il utilise une solidarité entre tous les cibles potentielles et réelles du racisme. Quant à savoir si les actes anti-français de souche ou anti-blancs sont forts ou faibles, nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Parce que sinon, si je dis anti-français, vous allez me dire, et les autres sont français aussi. Alors, il faut simplement me laisser parler. Donc, ces actes ne sont pas répertoriés, donc j'en sais rien. Et je dis, et je vais donner deux exemples. Le premier, c'est ce rapport des inspecteurs de l'éducation nationale. Tout laisse à penser que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette, et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses, du halal autorisé et du haram interdit. C'est ce que dit le rapport. Deuxième exemple, c'était un article dans Le Monde, il y a quelques années. Madame V, professeure dans un lycée professionnel, elle se décrit comme typée, et elle explique qu'elle arrive un jour et son cahier de texte est souillé, maculé de croix gammées et d'injures antisémites. Elle s'effondre, elle essaye de faire court, elle n'a pas un seul élève d'origine, je ne sais pas comment dire, un seul élève blanc dans sa classe. Certains élèves noirs viennent lui dire, mais de toute façon, nous, on nous traite de sales noirs, c'est pas grave. Elle dit aussi que la Shoah est décrite comme le plus grand barbecue du siècle, et elle termine en disant, le problème, il ne m'aurait pas attaqué seulement, si j'étais homosexuel, il m'aurait attaqué en tant qu'homosexuel, ils ont la haine, et dit-elle pour conclure, la haine des Français. Voilà, elle le dit. On a le droit de penser que ce n'est rien. On a le droit de m'accuser de faire de l'ethnicité quand je dis que c'est quelque chose. On a tous les droits. On a le droit de me rendre la vie impossible, mais on ne peut pas encore tout à fait remplacer ce qui est par ce qui n'est pas. On s'y efforce, on va peut-être y arriver.
d'autres États y sont arrivés, mais on ne peut pas tout à fait. Sauf évidemment à imposer un silence définitif à ceux qui osent le dire. Mais personne n'impose de silence à un Finkielkraut, il parle partout, on l'entend partout. Monsieur bah oui, Zébouri, c'est vous avez incroyable, jamais ces entendu intellos salle juifs français médiatiques, c'est terrible. depuis que vous allez, depuis Non, mais 15 ans, vous là allez n'est en pas le banlieue, problème. salle Est-ce que français, vous vous ne l'avez pouvez jamais intervenir? entendu? Sans doute, mais vous oui, l'avez non, mais entendu, qui dit, mais nous, vous mais l'avez moi-même entendu. je suis français, je peux entendre non, ça mais français. vous l'avez Où est le entendu, problème? vous Oui, mais l'avez où est entendu. le problème? Dites-le Mais où est le nous. non, mais où est le Dites-le. problème? Où est le problème? Ah, où est le problème? Mais oui, mais Non, où est le bien problème sûr. Il y a de aucun reconnaître qu'il y a problème. mais partout il y a des racistes, il enfonce une porte ouverte à la Finkielkraut en disant ça. Franchement, il enfonce une porte ouverte, il vient de le découvrir. Je l'ai raconté il y a une dizaine d'années. Donc je peux pas être suspect d'angélisme, etc. C'est pas du tout ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ethnicise tout. Alain Finkielkraut ethnicise tout parce Alors la qu'il a cause un de point de cette vue francophobie, particulier c'est sur quoi, la... monsieur Zébouri, vous qui êtes un homme d'expérience, la cause de cette francophobie, c'est quoi? On ne peut pas parler de francophobie, ça ne veut rien dire. Ah, ça ne veut rien Mais non, il n'y a pas de Et francophobie. si moi je vous traite de sale arabe, c'est quoi? Mais il n'y a pas de... Mais ça n'a rien à voir. Mais oui, mais ça n'a rien à voir. C'est monsieur Ramadan Mais à donner la réponse. j'aimerais qu'il me réponde un peu, non, là, mais parce non. qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Aujourd'hui, en France, il y a une diversité. Quand vous parlez de francophobie, ça veut dire que c'était un racisme vis-à-vis de tous les La Français. manifestation Vis-à-vis de l'idée de la France-Algérie, France, c'était peut-être. quoi? Oui, peut-être, parce que là, ils en font une Madame question... Bellaya, Madame Bellaya, la manifestation Bellaya. France-Algérie où 50 000 beurs ont sifflé, la Marseillaise, c'était quoi comme manifestation? Vous la rangez comme quel type Non, de mais phénomène? C'est attendez, quel type de quand nous phénomène? sommes en Algérie et qu'il y a ce type de phénomène, on peut comprendre qu'on puisse l'appeler francophobie. Mais quand nous sommes en France, où Entre tous les ans, Français. entre Français, il y a évidemment une diversité culturelle. Mais vous êtes une naïve alors. Non, vous je êtes ne allé suis- en non, Corse. je préfère Vous être êtes allé naïve en comme Corse. vous. Allez en Corse. Moi je Je suis pr- français, je suis Moi- corse, on m'a traité de sale français. Allez en Corse alors. Alors, question d'Aude Lancelin. Oui, monsieur Lecourt-Grandmaison, moi j'aimerais savoir si le terme d'indigène, il est selon vous totalement légitime pour parler aujourd'hui de la situation des descendants d'immigrés dans ce pays. Les jeunes dits issus de l'immigration maghrébine, qui sont nés en France, qui ont été dans les écoles de la République, comme on dit, sont pour moi absolument français. Il n'en demeure pas moins que, certes, ils sont français et absolument français, que pour des raisons particulières, liées à leur pays d'origine, se posent pour eux un certain nombre de problèmes liés notamment au fait que dans leur pays d'origine, et c'est évidemment tout ce qui fait la différence entre quelqu'un qui vient d'Espagne, du Portugal ou d'Italie, dans leur pays d'origine, la France a été une puissance coloniale, qui a joué un rôle absolument désastreux. Et qu'ils se vivent au regard des discriminations quotidiennes, j'ai rappelé quelles elles étaient. Je voudrais dire que le rapport de la Cour des comptes, rapport 2004, la Cour des comptes, que je sache, n'est pas encore une institution peuplée de gauchistes, ou alors quelque chose m'a échappé. Le rapport de la Cour des comptes en 2004 disait ceci: la situation d'une bonne partie des populations issues de l'immigration la plus récente et des plus préoccupantes, et ce rapport disait leur situation est indigne. L'appel des indigènes a au moins un mérite. Il a réussi à replacer au centre du débat politique la question des discriminations qui pèsent spécifiquement sur les populations d'origine maghrébine, d'origine d'Afrique du Nord et plus généralement d'Afrique. Et quand j'entends des hommes politiques dire qu'il faut reconquérir les territoires oubliés de la République et s'en enorgueillir, je suis stupéfait. Parce que ce qu'ils disent, c'est un constat affligeant et un échec total de la droite et de la gauche gouvernementale confondues sur ce qui a été fait dans les banlieues. Question d'Elisabeth Lévy. Oui, enfin moi, excusez-moi, quand je lis cet appel, je ne vois pas bien comment il peut provoquer le débat, puisqu'en fait, il me semble... La preuve, c'est qu'il le provoque. Non, il ne provoque pas le débat, puisque en fait, j'ai l'impression que vous ne voulez débattre qu'avec les gens qui admettent votre lecture de ce qu'est la France. Dans ce texte, qu'est-ce qu'il est dit? Non mais, si vous voulez intégrer des populations en leur disant que la France, c'est un pays où règne la discrimination, le sexisme, le racisme, la loi anti-Poulard qui est une loi d'exception, si vous leur dites que l'histoire de France, ça n'est que des saloperies et des turpitudes, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je veux dire, après, vous dites, ben non, mais il faut qu'ils aient plein accès à la citoyenneté d'un pays aussi dégueulasse. Et pourquoi? Réponse Non, d'Olivier Lecourt. je veux dire, sur la question du passé colonial, cette émission arrive à point nommé, si je puis dire, parce que je ne connais pas de pays démocratique dans lequel une loi de la République dit et reconnaît le caractère positif de la colonisation, c'est-à-dire impose une vision officielle et parfaitement mythologique, et je dirais même négationniste de l'histoire coloniale, et qui plus est,
je voudrais rappeler que cette loi non seulement impose une vision officielle et une interprétation officielle de l'histoire, mais qu'en plus de cela, il est prévu un article de cette loi où il est demandé aux enseignants du secondaire et aux enseignants du supérieur de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire de transformer les enseignants en porte-parole d'une histoire officielle. C'est absolument inacceptable et je ne connais pas d'autres pays démocratiques dans lesquels des députés aient osé légiférer sur une question aussi grave. Comment voulez-vous que ceux dont les parents ont été massacrés, nous sommes à quelques jours du 60e anniversaire des massacres de Sétif et Galma, 45 000 morts en Algérie le 8 mai 1945. Pendant que la France fêtait dans la joie et l'allégresse la libération, les Algériens étaient massacrés. 45 000 morts, c'est quand même pas rien. Comment voulez-vous que ceux dont les parents ont péri le 8 mai 1945, comment voulez-vous que ceux dont les parents ont péri au cours du conflit algérien entre 1954 et 1962, entre 450 et 500 000 morts, comment voulez-vous que ceux qui ont vécu cela, dont les parents ont vécu cela, dont les arrière-grands-parents ont vécu cela, perçoivent la loi qui a été votée, sinon comme une injustice totale et comme une marque de mépris absolu? Je voudrais faire une double réponse. On ne doit pas imposer une vision officielle ni mythologique de l'histoire, dans un sens ou dans un autre. Et il est tout à fait intéressant de voir que Jean Daniel, militant anticolonialiste de la première heure, est obligé de rappeler que la guerre pour l'indépendance algérienne a été par bien des aspects une guerre civile qui a suscité parmi certaines catégories de la population, et pas seulement les harkis, la tentation de voir dans la France une protection pour le présent et un refuge pour l'avenir. Cela aussi ne doit pas être omis dans une histoire de la colonisation et des luttes anticoloniales. Il faut aussi parler de ces Algériens dont les parents ont été massacrés par le FLN. Et nous serions d'accord là-dessus. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Très bien. Alors, donc voilà, absolument. Donc regarder toute la réalité en face et ne rien occulter, notamment bien entendu. Et oui, on peut trouver parfois des points d'accord à culture indépendance. Abominables de l'armée française. Mais ce que je n'aime pas en revanche dans cet appel, c'est le ton, justement, le mot indigène, parce que ça nous ramène à Frantz Fanon et à la terrible préface de Sartre, aux damnés de la Terre. Il n'y a pas si longtemps, disait Sartre, la Terre comptait 2 milliards d'habitants, soit 500 millions d'hommes et 1,5 milliard d'indigènes. Et il concluait de ce constat initial qu'il fallait en passer par la violence, par une espèce de guerre vraiment totale. Or, aujourd'hui, si vous dites que précisément la France, dite républicaine, est coloniale et esclavagiste, si les Français d'aujourd'hui sont cela, alors, forcément, on ne peut pas même dire simplement que vous ne parlez pas des violences dans les banlieues, mais vous les justifiez. Le racisme, s'il existe anti-français, devient une forme d'antiracisme. Et ce qui me gêne, moi, c'est cette conversion, parce que je l'ai vu à l'œuvre avec l'antisémitisme. La langue de l'antisémitisme depuis Durban, c'est l'antiracisme. Ce qu'on reproche aux Juifs, c'est d'être des racistes, d'avoir inventé le racisme même avec la notion de peuple élu. Et ce qu'on va bientôt reprocher aux Français quand on va leur casser la gueule, c'est effectivement d'être des racistes, c'est-à-dire non seulement des héritiers du colonialisme et de l'esclavagisme, mais des colonialistes en action, des esclavagistes au présent. Alain Finkielkraut, de nouveau, et encore une fois, là vous êtes de nouveau en flagrant délit de glissement. On parle d'un sujet hop d'Urban et hop de nouveau l'antisémitisme. C'est pas du tout la question ici qui est posée, absolument pas. J'aimerais dire une chose. J'aimerais dire une chose sur la question. Non, je crois pas justement. Je crois que justement cette homogénéité, elle est créée par la grille que vous placez sur le débat et qui est justement une grille ethnicisante. Je suis désolé. Alors, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. J'aimerais juste dire une chose. J'aimerais revenir précisément sur un point. Il y a aujourd'hui la question que posait tout à l'heure Elisabeth Lévy et qui est importante, c'est de dire est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France c'est ça, donc un pays raciste, un pays strictement colonial? Qu'est-ce qui est dit dans l'appel par l'usage d'un terme indigène et qui est problématique en tant que tel, mais qu'est-ce qui est dit? Ce qui est dit, c'est qu'un certain nombre de fonctionnements qui étaient liés hier au traitement d'une population sous colonisation, en termes de discrimination, d'accès à des droits légitimes, à de la légalité citoyenne, on était des citoyens de seconde zone, ces mêmes logiques sont aujourd'hui une réalité
dans la réalité française. Le but, c'est d'utiliser un terme qui va déconstruire aujourd'hui des mécanismes. Ce mécanisme, quel est-il? Quand vous êtes, et d'ailleurs pas simplement d'origine maghrébine, comme on dit, mais quand vous êtes un blanc dans la cité, dans ce qu'on appelle les banlieues, pour sortir de cette réalité-là, vous faites et vous êtes en face de mécanismes qui sont des mécanismes de la façon dont on traitait les colonisés, l'impossible accès à la citoyenneté. Le but aujourd'hui, c'est de sortir de cela et de dire attention, nous sommes aujourd'hui dans une situation dangereuse. Alors, la vraie question, elle n'est pas de traiter la France de raciste, parce que moi, je suis le dernier à le dire. La France n'est pas raciste. Ce qui est écrit dans ce texte. Non, mais attendez, elle ne dit pas ça. Elle dit qu'il y a des mécanismes dangereux. La vraie question aujourd'hui, c'est pas... Moi, je crois que notre débat aujourd'hui, c'est d'aller chercher des coupables. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher des solutions. Et je dirais 3 choses. La première des choses sur laquelle il faut qu'on se mette tous d'accord, à partir du moment où on se met d'accord sur le fait que tous les racismes sont à condamner. 1, il faut sortir des attitudes victimaires. C'est-à-dire de mettre les gens dans la petite... Non, attention, parce que... C'est ce que fait l'appel enquiste. Le prolongement, les gens dans une situation victimaire, une précision sur le texte. Ce texte, je veux dire, enquiste toutes les populations issues de l'immigration, dites comme vous voulez, dans une situation de victime. Non, justement, parce que là, vous arrêtez le texte au moment où il commence une mobilisation. Quelle est-elle, cette mobilisation? Aujourd'hui, c'est de dire, par exemple, de cesser d'accepter qu'on dise issu de l'immigration. Mais j'aime bien la formule de Ahmed Boubaker, le sociologue, qui dit héritier de l'immigration. C'est-à-dire j'ai un héritage, j'ai une dignité. Et aujourd'hui de se prendre en charge. Parce que vous pensez que l'expression d'indigène, elle est moins stigmatisante que l'expression... Vous avez parfaitement raison. Est-ce que indigène utilisé dans le texte, c'est pour enfermer les gens dans cette posture-là, ou est-ce qu'elle est, et c'est ce que je crois, et c'est pour ça que j'ai signé ce texte, pour appeler les gens à cesser d'être des victimes, d'être sujet de leur histoire et de demander à la République qu'elle devienne vraiment ce qu'elle dit être, c'est-à-dire un cadre dans lequel tous les citoyens sont traités d'une façon égalitaire. Le but, c'est de mobiliser les gens, non pas à critiquer la République pour ce qu'elle dit être et qu'elle n'est pas, mais de la faire devenir ce qu'elle devrait être, à savoir une République de la citoyenneté égalitaire. Donc c'est un processus qui va vers sortir des ghettos sociaux, sortir des ghettos intellectuels. Exactement, Finkielkraut, le contraire de ce que vous êtes en train de nous proposer. Vous êtes en train de nous proposer des enfermements, on est en train de dire on en sort. Absolument pas, absolument pas. J'essaye de réfléchir, moi. J'essaye de réfléchir, en effet, à la faillite de la République. Et elle existe où? À l'école. Une démagogie terrifiante a envahi l'école. On a suspendu la sélection scolaire, alors que la sélection scolaire, ça c'est un grand héritage de la gauche. Alors que c'est le grand héritage de la gauche, la sélection scolaire, c'est ce qui peut mettre un terme à la reproduction sociale. Alors que se passe-t-il dans cette école de la démagogie pédagogiste? Le niveau baisse et quoi? Les enfants des parents bourgeois, des parents bourgeois vont suivre des cours privée. L'école est redoublée par une école privée qui favorise en effet les déjà favorisés. Eh bien donc, il était indispensable, si on veut porter remède au problème actuel, de rendre sa dignité à l'école républicaine. Exactement, rendre sa dignité à l'école républicaine. Je suis content d'entendre. Ça, il me semble que c'est la gauche même. Monsieur Finkielkraut, vous critiquez la gauche et donc vous êtes de droite et bien ancré à droite. Ah bon? Est-ce que c'est ce que vous faites? C'est comme ça que vous positionnez. Non, mais je suis à droite, mais je suis à l'extrême droite. Je pense que Bruno Gollnisch est un peu à gauche. Bruno Gollnisch est un peu à gauche. Finkielkraut, on est ce qu'on veut. Vous êtes ce que vous voulez.